C'est parti pour la principale édition de la nuit, amis auditeurs, et bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Vous nous recevez sur les 98.5 à Dakar. Voici la principale édition de la nuit et le sommaire. Rétrocession de la dernière base militaire française au Sénégal, épilogue qui met fin à plus d'un siècle de présence militaire étrangère, affirmant de plus en plus la souveraineté sénégalaise. Encore 48 heures de grève décrétées par les travailleurs de la justice, c'est pour pousser l'État à respecter ses engagements. Tambacounda, les eaux se sont retirées des maisons après les fortes pluies de lundi. Pour l'heure, on dénombre plus de 70 familles sinistrées. Les autorités se mobilisent pour dégager les meilleures formules d'assistance à mettre en œuvre. Odeur pestilentielle, stagnation d'eau, triste décor au quartier Point E. En cause, les eaux de pluie mélangées à celles déversées des fosses septiques. Les populations lancent un SOS. Présentation du rapport annuel du médiateur de la République. Kolda a reçu Demba Kandji et sa délégation pour un partage du document. Accès des PME à la commande publique, l'ARCOPS et l'ADPME ont installé un bureau d'assistance à Dakar. La page internationale, l'invité et le journal de la santé vont compléter cette édition. Merci à Hassan Thioune qui assure la mise en onde. Amis auditeurs, c'était le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Merci de nous rester fidèles. Nous vous le disions dans les titres. Rétrocession de la dernière base militaire française au Sénégal. Le colonel à la retraite, Mamadou Hadj, parle d'un 17 juillet historique avec la fin d'un peu plus d'un siècle de présence militaire étrangère. Ce départ est selon lui une affirmation de la souveraineté sénégalaise. Il rassure d'ailleurs sur les capacités opérationnelles de l'armée sénégalaise à assurer sa sécurité nationale. Écoutons le colonel Mamadou Hadj, expert en communication de défense. Il est interrogé par Malamine Mané. Je ne peux pas dire que c'est une rupture. Moi, je dis simplement que c'est une date importante dans l'évolution de la souveraineté du Sénégal depuis 1960. C'est une date en tout cas extrêmement importante qui marque la fin de 168 ans de présence française au Sénégal, parce que pour ramener ça en 1857 avec la création du port des tirailleurs sénégalais. Ensuite, il faut repartir à Mangin en 1910 avec la Force Noire à la base d'implication des tirailleurs sénégalais à la Première Guerre mondiale. Donc depuis lors, il y a eu ce compagnonnage. Sur le plan de la souveraineté de la formation, vraiment, mais une formation militaire ne se fait pas en vase clos. Le militaire a toujours besoin d'avoir une coopération, des échanges, je veux dire, avec d'autres pays. Voilà, c'était donc le colonel Mamadou Hadj. Il sera tout à l'heure notre invité dans ce journal. La poursuite de la paralysie du secteur de la justice avec 48 heures de grève décrétées à partir de ce jeudi 17 juillet, nouveau mot d'ordre de l'entente Sud-Just UNTJ qui veut en finir avec cette grève qui n'a que trop duré. Amer constat du porte-parole du jour, Maître Ahmed Touré, qui précise qu'il n'y a toujours pas de protocole d'accord avec l'État. Il en appelle à la diligence des plus hautes autorités. Maître Ahmed Touré, que nous écoutons avec Habse Elimanouel. Voilà, je voudrais rappeler que nous sommes en grève depuis le 18 juin 2025 et naturellement, depuis quelque temps, des négociations ont été entreprises. Avant-hier, le lundi, nous avons rencontré les techniciens du ministère de la fonction publique et en présence, n'est-ce pas, des représentants du ministère de la Justice. Malheureusement, le ministre de la fonction publique qui nous avait conviés à la réunion était absent pour des raisons que ne nous ont pas été dévoilées. Mais dans tous les cas, nous avons assisté à cette rencontre en présence du président du Haut Conseil du dialogue social. Il a été question donc d'avancer sur les points, notamment sur la formation que la fonction publique invoque comme étant une conséquence du droit de la fonction publique. Et nous avons clairement indiqué que ce n'était pas notre compréhension des dispositions de la loi 6133. Quoi qu'il en soit, nous avons montré notre bonne disposition à dialoguer, mais nous devons avouer que cette rencontre n'a pas été sanctionnée par un protocole d'accord parce que les techniciens, évidemment, ne pouvaient pas engager l'État du Sénégal dans la prise en charge de certaines préoccupations. C'est pourquoi nous avons prévu de nous retrouver, mais tout de même, nous leur avons indiqué clairement les conditions dans lesquelles nous pourrions évidemment être signataires d'un protocole d'accord que nous souhaitons vivement parce que les conséquences de cette grève commencent à se sentir. Les droits fondamentaux des citoyens sont quelque peu bafoués. Aujourd'hui, vous avez vu, des délibérés sont prorogés et donc cela appelle l'implication des autorités politiques pour qu'enfin une solution soit trouvée à cette grève. Nous voudrions également rappeler aux populations que nous venons de décider d'observer encore 48 heures de grève à partir de jeudi et cela pour montrer notre détermination à
va aller jusqu'au bout parce que c'est définitivement cette fois-ci, nous voulons en finir avec ces points qui sont inscrits sur la plateforme des deux syndicats. C'était donc Maître Ahmed Touré, porte-parole de l'entente C'est juste UNTJ. Sortie du président Bassirou Diomaye Faye, Thierno Alassane Sall de la République des valeurs réagit à travers une tribune intitulée Diomaye, Moïse Sonko ou les deux faces d'une médaille. Pour le député de l'opposition, le chef de l'État a réussi la prouesse de choquer presque autant que son premier ministre en tentant de banaliser les déclarations de ce dernier. Pire, sa sortie semble indiquer que l'essentiel est de préserver la qualité de ses relations personnelles avec son ami Ousmane Sonko et non les accusations portées contre la magistrature, les médias et la société civile. Ce glissement est grave selon Thierno Alassane Sall qui ajoute que cette guerre n'a rien à voir avec des projets divergents pour le Sénégal. Elle est avant tout un affrontement des ambitions, une bataille d'ego. Le député à l'Assemblée nationale ajoute qu'il n'y a personne pour croire que la sortie du président signe la fin de la guerre. C'est juste une tactique pour pousser l'autre camp à d'autres fautes, jouer sur le pourrissement de la situation et enfin mobiliser des forces avant de contre-attaquer. Direction Tambacounda, les eaux se sont retirées des maisons. Plus de 70 familles sinistrées sont pour le moment recensées. Le préfet, le maire et l'ensemble des services techniques concernés ont fait un tour ce mercredi pour voir les meilleures formules d'assistance à apporter. Alioune Badara Mbengue est le préfet du département de Tambacounda. Il répond à Boubacar Tamba. Ce qui s'est passé le lundi, c'est d'abord un fait naturel, mais il y a aussi un fait anthropique. Parce qu'il faut le dire, il y a des installations qui ont obstrué la voie du Mamakunda. Mais au-delà, il y a des personnes aussi qui sont installées juste près du fleuve. C'est une problématique qui est globale et qui va nécessiter des actions structurelles. Et je rappelle que depuis quelque temps, le ministère en charge de l'hydraulique et de l'assainissement est dans cette optique pour voir comment réaliser des infrastructures et même faire des aménagements pour améliorer en tout cas la fluidité de l'eau. Donc, et dans ce cadre-là, bien sûr, il y aura naturellement des personnes qui seront déplacées et des dispositions seront prises en tout cas pour préserver le lit du Mamakunda. On s'est mobilisé, l'ensemble des services, et chacun en ce qui le concerne a fait d'abord le constat et on est allé sur le terrain pour voir un peu la situation. Et deuxièmement aussi, des actions à mener pour que la prochaine fois, en tout cas, qu'on ne vive pas ce genre de situation. Donc les uns et les autres l'ont rappelé, notamment avec la Sonaged qui va faire un travail au niveau de 8 ponts qui sont actuellement obstrués par des branches et autres suite au mouvement de l'eau. Mais deuxièmement, on va voir les populations les plus vulnérables, ceux qui ont perdu leur habitation, ou bien même ceux qui ont des difficultés pour regagner en tout cas leur maison, de voir comment les loger au niveau des établissements scolaires en attendant de trouver une solution définitive. On était en train de faire un travail posé pour avoir une situation beaucoup plus globale. Mais il était question d'abord en urgence d'intervenir pour aider les populations. Mais la situation a été transmise à l'autorité et le ministère de la Famille et des Solidarités va instamment réagir pour accompagner la population. Il faut aussi dire et saluer quand même l'élan de solidarité des populations et surtout des bonnes volontés qui ont eu à appuyer spontanément pour régler ce problème. C'était donc Alioune Badara Mbengue, le préfet de Tambacounda. Eau de pluie stagnante, passage difficile, odeur nauséabonde, les riverains qui pataugent. Tel est le décor au quartier Point E, près de la pâtisserie Les Ambassades, après les pluies de ce mercredi matin. Envahies par les eaux de pluie et celles déversées des fosses septiques, les populations crient le ras-le-bol. Le constat est fait par Malamine Mani. Une pluie moins abondante, mais pourtant, ça patauge près de la pâtisserie des Ambassades au Point E. Eau stagnante, passage difficile, odeur nauséabonde, les riverains n'en peuvent plus. Franchement, on est fatigué depuis ce matin, depuis le début de la pluie. On ne peut pas faire notre travail correctement. Nous, on est des gardiens, on reste dehors. Avec l'odeur des forçons, ça nous a beaucoup fatigué, les infections et tout comme ça. C'est très difficile, même avec l'eau. Bon, personne ne peut aller ni retourner. Bon, c'est grave quoi.
c'est grave. Au milieu des eaux, Fatou, une jeune dame descendue du boulot, a du mal à se frayer du chemin. Elle dénonce l'incivisme avec la déversion des eaux usées. C'est pas du tout facile, surtout du côté sanitaire. Donc respirer cette eau-là, je pense que c'est pas du tout bon pour la santé. Les gens des environs de ne pas déverser les eaux des fosses dans la rue. L'eau de pluie n'a pas cette couleur apparemment, normalement. Tous demandent ainsi aux autorités de décanter cette situation. Pour qu'ils nous aident davantage, faire le maximum pour qu'on puisse faire notre travail correctement. Tous les autorités sont passés par ici depuis ce matin, mais ils n'ont rien dit. Ils vont prendre des mesures. Dans la matinée de ce mercredi, les pluies se sont abattues sur Dakar, déjà suffisant pour les habitants de Point E de crier au secours pour évacuer certaines rues envahies par les eaux. Sud FM, l'info, c'est ici. Les informations se poursuivent sur Sen Radio, 22h13 dans nos studios. Une présentation du rapport annuel du médiateur de la République à Kolda. Ce document a fait l'objet d'un partage pour mieux prendre en compte les besoins de la région. Plusieurs recommandations sont issues de cette rencontre. Il s'agit de l'achèvement des travaux de la boucle du Fouladou et de l'aéroport, la situation de l'hôpital régional et celle des enfants en situation de handicap. Demba Kandji est le médiateur de la République. Il réagit au micro d'Amadou Diatta. Je suis venu en vertu, me fondant sur les dispositions de la loi qui m'institue. Je suis venu partager ce rapport après l'avoir présenté au président de la République conformément à la loi qui institue le médiateur de la République. C'est un rapport axé sur les réclamations qui sont le cœur de métier du médiateur de la République et qui concerne principalement les litiges fonciers. Les réclamations également qui s'adressent à des situations salariales, des situations liées aux pensions de retraite, aux pensions dues aux veuves des travailleurs décédés et d'autres types de réclamations. Nous en avons fait, disons, le tour avec les populations pendant au moins 5 heures d'horloge. Et je pense qu'aujourd'hui, en retour, les populations m'ont fait part des soucis qui sont les leurs et que moi-même je me propose. Je sais que l'administration territoriale, ici à mes côtés, a déjà pris un grand nombre de ces préoccupations en charge, mais je m'efforcerai moi-même de les répercuter à la haute autorité pour que des solutions diligentes et idoines leur soient apportées. La région de Kolda a, disons, soulevé un certain nombre de préoccupations. La boucle Fouladou, l'aéroport qui n'est pas achevé, qui a été entamé, dont les travaux ont été entamés, qui n'ont pas été achevés, qui sont à l'arrêt. L'hôpital qui se trouve, disons, sur un site qui n'est pas adapté et qui est d'un niveau extrêmement bas par rapport à la demande. Il y a des pathologies qui sont déférées à des centaines de kilomètres d'ici, alors qu'elles devraient être prises en charge au plan local. Tant et tant de réclamations, c'est pas seulement exhaustif. Les enfants à besoins spéciaux sur lesquels nous travaillons déjà et par rapport auxquels le président de la République est déjà très sensibilisé et d'autres questions. Mais la question foncière qui traverse toutes les communautés du Sénégal a été beaucoup agitée par les différents intervenants. C'était donc Demba Kandji, le médiateur de la République. Pour un meilleur accès des petites et moyennes entreprises PME à la commande publique, l'ARCOP, en partenariat avec la DPME, a installé un bureau d'assistance à la commande publique. Ce bureau compte mettre à la disposition de ces PME l'ensemble des éléments techniques, juridiques pour mener à bien la procédure exigée par les marchés publics. L'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises et l'autorité de régulation de la commande publique se fixent comme objectif d'étendre leur base sur l'ensemble du territoire. Le partenariat a été signé ce mercredi et compte rendu à Damandion. C'est sous ces applaudissements que le partenariat a été scellé entre l'autorité de régulation de la commande publique ARCOP et l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises, ADPME. Les deux organisations apportent leur soutien aux PME pour un meilleur accès à la commande publique à travers un bureau d'assistance à la commande publique. Marie-Rose Faye est la directrice générale de l'ADPME. Nous lançons aujourd'hui le bureau d'appui aux PME pour la commande publique, qui est aujourd'hui une réponse concrète aux aspirations des entreprises, notamment les PME et surtout les PME à direction féminine. Il s'agit ici d'accompagner ces entreprises à tout ce qui va
va leur favoriser l'accession à la commande publique, de leur donner de l'information, l'accompagnement technique nécessaire pour pouvoir accéder à la commande publique, mais leur permettre de pouvoir vraiment être des acteurs majeurs dans le cadre de notre économie. Une façon de faciliter le secteur privé national à accéder à cette commande, selon le directeur général de l'ARCOP, qui annonce la décentralisation du bureau d'appui à l'intérieur du pays. Moustapha Diété est le directeur général de l'ARCOP. Le secteur privé national peinait à capter les opportunités de marché qui leur reviennent de droit. Dans les flancs de ce secteur privé, il y a une frange qui est particulièrement fragile, c'est les PME. Pour régler le problème, il faut nécessairement ces acteurs-là les accompagner. Et pour les accompagner, il faut mettre en place un dispositif. C'est ce dispositif-là aujourd'hui qui trouve corps à travers le bureau d'assistance technique. L'installation de ce bureau ici, dans les locaux de la DPME, est l'acte premier d'un long processus qu'on a enclenché aujourd'hui. Parce que l'objectif, c'est de réussir un maillage du territoire national. C'est-à-dire les PME, partout où elles se trouvent, qu'on arrive à mettre à leur disposition un bureau qui permet de les accompagner, de leur donner l'information, de les accompagner dans le montage des dossiers. La DPME et l'ARCOP ont mis en place cet instrument d'appui dans le cadre de la transformation systémique de l'agenda du gouvernement d'ici l'horizon 2050. Damandion, direction Kolda, où les promoteurs et entrepreneurs sont inquiets et désorientés. Ils ne bénéficient pas des marchés de construction des salles de classe suite à la décision de l'État de collaborer avec l'armée nationale pour la résorption des abris provisoires. Les autorités sont interpellées, nous dit Amadou Diatta. Les promoteurs et entrepreneurs regroupés autour d'une association qui avait déjà du mal à accéder au marché public sont déçus suite à la décision de l'État qui vient de collaborer avec l'armée pour la construction des classes pouvant permettre la résorption des abris provisoires. Ousmane Ngom est le président de l'association des entrepreneurs et promoteurs de la région de Kolda. Nous avons su ce partenariat public-privé avec l'armée. Ça nous a beaucoup étonnés. Maintenant, nous voulons demander au ministre de l'Éducation nationale et le ministre des Forces armées à la place de cela. Nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous, les entrepreneurs, nous, les civils. Si ce que nous devons travailler, ce travail a été octroyé à l'armée. Maintenant, nous demandons au ministre de l'Éducation nationale qu'est-ce qu'il nous propose à la place. Parce que nous sommes des Sénégalais et nous sommes des civils, nous sommes des entrepreneurs et nous avons droit à travailler avec l'État. Avec cette prise de décision de nos autorités, ces derniers sont inquiets. Si l'armée fait le travail des civils à notre place, maintenant nous posons la question à savoir qu'est-ce que nous allons faire. C'est de tuer carrément l'entrepreneuriat des civils. Nous pensons qu'on allait avoir une rupture avec l'arrivée de ce nouveau régime, mais vraiment, si c'est ces procédures-là qui continuent, à l'époque on agonisait, mais présentement on va nous tuer et nous enterrer carrément. Donc notre seul souci, c'est de demander à l'État du Sénégal qu'est-ce qu'il nous propose à la place. L'ancien régime, avec un circuit fermé, beaucoup de chantiers à Kolda sont aux arrêts. Et sur ce, les promoteurs et entrepreneurs de Kolda interpellent nos autorités. Vraiment, je lance un appel solennel à Monsieur le Président de la République, à Monsieur le Premier ministre, surtout à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de porter une oreille attentive aux entrepreneurs de région. Que présentement, le programme que vous avez donné à l'armée, on est mieux placé que l'armée pour faire ce travail-là. Je ne pense pas que l'armée peut avoir de la main-d'œuvre, qu'il peut travailler tous les chantiers qu'on lui a donnés. Nous, les civils, vraiment déplorons cette situation et nous voulions vraiment rencontrer le ministre de l'Éducation nationale et le ministre des Forces armées pour nous dire exactement qu'est-ce qu'ils vont nous proposer à la place. Une chose est sûre à Kolda, l'association des promoteurs et entrepreneurs vont devoir prendre leur mal en patience, espérant des lendemains meilleurs. Amadou Diatta, Kolda, sur FM. Amadou Diatta, atelier d'échange et de concertation avec les acteurs du secteur privé sur la stratégie nationale de développement du secteur privé et de promotion des investissements. La rencontre a fait l'objet d'un comité régional de développement élargi. Il sera également question de statuer sur la cartographie du secteur privé et des chaînes de valeur dans le pôle centre. Écoutons Abdoul Aziz Fall, coordonnateur de la Direction générale de la coopération du financement extérieur au ministère de l'économie. Il est au micro de Birama Ndiaye. On peut retenir une volonté partagée entre les autorités gouvernementales et la population de Kaolack, notamment celles qui s'activent dans le secteur privé. Parce que ce qui nous anime, c'est essentiellement comment accompagner le secteur privé local
à travers une approche territorialisée pour lui permettre d'être à la fois compétitif et productif et participer de manière effective à l'essor économique à partir des pôles. Dans le cas d'espèce, c'était le pôle centre et on a été très heureux de nous rendre compte que les acteurs économiques sont très au fait des principales problématiques et qu'ils ont compris exactement la démarche qu'il faudra adopter. Ce qui reste à faire, c'est l'accompagnement judicieux de l'État. C'est ce qui nous amène ici et aussi aller au bout de la découverte des différentes potentialités de cette région. Et ces potentialités sont diverses et variées, elles sont énormes, tout le monde le sait, notamment par sa position géographique. Donc ce qui nous a motivés à venir ici, c'est justement l'opérationnalisation de la stratégie nationale de développement à travers la SND-SPI. La stratégie, c'est une stratégie, disons, inclusive et participative. En quoi faisant, on essaie de nous entretenir avec les acteurs pour mieux recueillir à la fois leurs préoccupations, mais également leurs objectifs et comment on peut les accompagner, parce qu'il n'y a pas plus informé que celui qui est concerné directement par la chose, c'est les acteurs économiques de Kaolack. Et il faudra saluer surtout la présence et l'activité efficace de la Chambre de commerce, avec à sa tête le président Mboup, qui est d'ailleurs par la même occasion le maire de Kaolack. Je crois que c'est une chance, c'est quelqu'un qui peut jouer un rôle de champion, et il y en a d'autres ici, et on va essayer de s'appuyer sur eux pour mieux faire un accompagnement judicieux de l'essor économique de Kaolack. Nos attentes, c'est de parvenir à travers le travail de concertation et le travail d'échange, mais également le travail de monographie et de cartographie prévu, d'avoir une visibilité absolue sur l'ensemble du potentiel de Kaolack et aussi identifier les goulots d'étranglement pour que le secteur privé soit plus effectif. Quelles sont les sources de financement qu'on peut proposer, quels sont les allègements fiscaux, comment faire en sorte que l'environnement de l'affaire soit beaucoup plus intéressant pour eux, parce que c'est comme ça que le secteur privé pourra être compétitif. Les informations se poursuivent sur Sen Radio autour des tirailleurs sénégalais de 14-18. Mémoire locale, mémoire globale, c'est le titre de l'ouvrage collectif co-dirigé par le professeur Momar Ndao, historien et directeur de l'école doctorale Ethos de l'UCAD. Un livre qui met en lumière la participation décisive de ces tirailleurs souvent invisibilisés dans les récits officiels. La particularité donc de cet ouvrage, c'est l'histoire de la participation des familles religieuses du Sénégal. Amadou Moustapha Dieng. Retracer l'histoire des tirailleurs sénégalais de la Grande Guerre, souvent invisibilisés à travers une démarche de co-construction de deux équipes pluridisciplinaires et universitaires de chercheurs sénégalais et français, c'est l'objectif de l'ouvrage autour des tirailleurs sénégalais de 14-18, mémoire locale, mémoire globale. Professeur Mondao qui a co-dirigé l'ouvrage. De mettre le focus, l'accent sur l'engagement des tirailleurs invisibilisés durant la Grande Guerre, notamment au niveau des théâtres d'opération. Il s'agissait donc de construire une mémoire locale, la Picardie, mais aussi une mémoire globale, en ce sens que ces tirailleurs ont été engagés dans différents théâtres d'opération. Pour l'équipe sénégalaise, de partir de figures invisibilisées, inconnues ou méconnues par l'historiographie, et de montrer leur impact, leur engagement et leur contribution à la guerre 14-18. Il s'agissait en quelque sorte d'un combat contre l'oubli. L'une des particularités de ces recrues à l'époque, c'est qu'ils venaient de familles religieuses. C'est le cas de Serigne Sidi Ahmed Sy, fils aîné de Sidi El Hadj Malick Sy, Serigne Fallou Fall, fils de Mame Cheikh Ibra Fall, mais aussi de Sidi Makhtar Kounta, fils de Cheikh Bou Mohamed Kounta, Khalif de Ndiassane. Des tirailleurs religieux qui ont été intégrés, incorporés dans l'armée coloniale, et cela pose des questions. Qu'est-ce qui peut pousser un chef religieux à enrôler leur propre fils dans l'armée coloniale? Et quel était le but? On a essayé de documenter à travers des témoignages, des enquêtes de terrain, recoupées aussi avec des documents écrits pour reconstruire et réécrire cette histoire souvent invisibilisée. Justement, Abdourahmane Kounta, doctorant et membre de la famille, est l'un des contributeurs. La particularité de cette participation, ça a été celle de voir guides religieux à la fois au relais d'un grade militaire pour aller combattre pour la liberté du monde entier, parce que la France était sous-effectif. Jusqu'à présent, cette histoire, elle est racontée. C'est lors aussi des événements religieux, parce que c'est en quelque sorte un honneur. D'ores et déjà, les chercheurs sont invités à faire le même travail sur la guerre 39-45, mais aussi sur les guerres de libération. Sud International.
Pour la page internationale, direction la République démocratique du Congo, Thomas Lubanga, ex-chef de guerre et leader du mouvement CRP, appelle à un dialogue inclusif. L'ancien chef de guerre Thomas Lubanga, actuel chef du mouvement politico-militaire Convention pour la Révolution populaire, actif en Ituri, appelle à un dialogue national inclusif. S'exprimant lors d'une conférence de presse mercredi matin, ce mercredi 16 juillet en Ouganda, Thomas Lubanga est revenu sur l'accord de paix signé récemment à Washington et sur le processus de Doha, estimant que ce n'était pas suffisant pour ramener la paix dans le pays. Il a appelé à une démarche holistique. Il a également nié que son mouvement ne bénéficie pas du soutien de Kampala. Direction la Côte d'Ivoire également. La condamnation du syndicaliste Ghislaine Assi, affirmée en appel en Côte d'Ivoire. La Cour d'appel d'Abidjan a confirmé ce mercredi 16 juillet 2025 la peine de 2 ans de prison ferme prononcée contre Ghislaine Assi. En première instance, le syndicaliste avait été reconnu coupable de coalition d'agents publics et entrave au fonctionnement du service public. Au moment de la grève des enseignants en début avril 2025, les juges ne lui ont pas décerné de mandat de dépôt. Et nous terminons par les États-Unis avec un séisme de magnitude 7,3 au large d'Alaska. Les autorités activent l'alerte tsunami. Un fort tremblement de terre s'est produit ce mercredi 16 juillet au large des côtes de l'Alaska et a conduit les autorités à déclencher une alerte au tsunami, a annoncé l'Institut américain de géophysique. L'épicentre de ce séisme de magnitude de 7,3 est situé dans l'océan Pacifique à 87 km au sud de 100 points. Un petit village de l'archipel des îles Shumajin selon l'USGS. L'alerte tsunami en vigueur couvre une large région côtière au sud-ouest de l'Alaska comprenant le golfe de Cook, mais la zone d'alerte s'arrête juste avant Anchorage, la ville la plus peuplée de vastes États sauvages. Ça n'est tout pour la page internationale. Tout de suite, l'invité du journal. Sud Nuit, l'invité. Il s'agit donc du colonel à la retraite Mamadou Hatch. Il s'est prononcé sur la rétrocession de la dernière base militaire française au Sénégal. Le colonel parle donc d'un 17 juillet historique avec la fin d'un peu plus d'un siècle de présence militaire étrangère. Ce départ est selon lui une affirmation de la souveraineté sénégalaise. Colonel Mamadou Hatch s'est entretenu avec Malamine Mané. Bonjour Mamadou Hatch. Oui, bonjour. Vous êtes colonel à la retraite et expert en communication de défense. La France rétrocède sa dernière base occupée au Sénégal. Peut-on dire qu'il s'agit d'une rupture ou juste le cours normal des choses? Je ne peux pas dire que c'est une rupture. Moi, je dis simplement que c'est importante dans l'évolution de la souveraineté du Sénégal depuis 1960. Une date en tout cas extrêmement importante qui marque la fin de 168 ans de présence française au Sénégal. Parce que pour ramener ça en 1857 avec la création du port des Tillers sénégalais. Ensuite, il faut repartir à Mangin en 1910 avec la Force Noire à la base d'implication des tirailleurs sénégalais à la Première Guerre mondiale. Donc depuis lors, il y a eu le compagnonnage avec les Sénégalais et les Africains. En 60, le Sénégal a pris son indépendance et je crois que nos autorités ont cru devoir maintenir la présence française pour des raisons sécuritaires parce que peut-être vous avez pensé que les nouveaux États avaient moins la possibilité de se défendre. Pour nos autorités. Pour la France, c'était peut-être un point d'appui qui lui permettre de gérer comment son espace, c'est-à-dire que sa zone d'intérêt en Afrique. Est-ce que déjà avec ce départ en termes de dispositifs, de matériel militaire, comment ça se passe exactement concrètement? Y a-t-il des matériels qui seront rétrocédés également au Sénégal? Ce qui est sûr, c'est les empansements et les bâtiments seront rendus aux Sénégalais. Maintenant, le matériel, j'ai vu dans d'autres pays, les Français ont embarqué leur matériel, ils sont partis avec leur matériel. Mais ça dépend des
des négociations. Parce que chez nous, avec la France, ce n'est pas une crise comme dans les autres pays, Mali, au Burkina, etc. Ici, c'est un choix de souveraineté. Donc ça s'est fait dans le respect. On n'a plus le temps de coordonner, de mettre une commission mixte, etc., etc. Donc ça, c'est dans ces commissions qu'il faut voir qu'est-ce que la France part avec tout son matériel. Cette rétrocession arrive dans un contexte de guerre d'influence entre, par exemple, la Russie, les États-Unis, la Chine, entre d'autres puissances. Le Sénégal peut-il craindre de devenir peut-être le théâtre des confrontations géopolitiques entre les puissances? La géopolitique englobe tous les pays. Donc, bien sûr, nous sommes face à des compétitions de puissance sur tous les territoires. Mais c'est au Sénégal de se positionner de telle sorte que le Sénégal ne soit pas dans la face de ce jeu de puissance entre la France, la Russie, les États-Unis, etc., etc. Le génie militaire était un des maillons forts de cette coopération militaire. Ne pensez-vous pas que le Sénégal va enregistrer un gap à ce niveau? Dans ce domaine aussi, on est pas mal, et on a d'autres partenaires qui peuvent aider dans ce domaine. Je veux rappeler seulement que le Sénégal a fait dans l'histoire récente 2 opérations militaires de grande envergure, notamment en Gambie et à Bissau. Mais c'est sans soutien de la France. Il n'y a pas eu de soutien de la France. On dirait, nous, c'est les moyens organiques avec lesquels on fait une projection de force à Bissau. Donc, en fait, la France n'a pas été très présente dans le soutien à nos opérations. Donc, on a donc testé nos capacités. À partir de cette année, on a vu les gaps. C'est pourquoi vous avez vu la montée en puissance de l'armée sénégalaise, notamment sur le plan de la formation et sur le plan des équipements. Regardez, sur le plan de la formation, on a toutes les 3 écoles. On a l'ENOA, on a l'école de la marine, on a l'école de l'armée de l'air. Sur le plan de l'enseignement supérieur, on a le cours d'état-major et l'école de guerre. Donc, sur le plan de la souveraineté de la formation, vraiment, mais une formation militaire ne se fait pas en vase clos. Le militaire a toujours besoin d'avoir une coopération, des échanges, je veux dire, avec d'autres pays pour savoir quelles sont les évolutions sur le plan de la stratégie, sur le plan de la géopolitique, etc. Quelle perspective de coopération qui s'offre suite à ce départ entre le Sénégal et la France dans un contexte de menaces multiples? Je dis toujours que les menaces ont toujours existé, que les Français soient là et qu'ils ne soient pas là. Maintenant, est-ce que ces menaces, est-ce qu'elles sont devenues une réalité? Ça, il faut demander aux renseignements. Mais nous avons les capacités et les moyens de faire face à ces menaces. Ça, faut même pas essayer de... Nous avons en tout cas aujourd'hui, d'après ce qu'on a vu dans nos projections de force en Gambie, dans nos projections en OPEX, il y a eu des moments où le Sénégal non seulement a projeté des forces dans des terres d'opération extérieures, des forces militaires, mais aussi a continué en même temps à assurer la responsabilité de son soutien aux Nations Unies. Parce qu'en même temps, on a envoyé des forces dans les Nations Unies, notamment au Soudan, en Côte d'Ivoire, etc., etc. Je crois que nous avons vraiment les moyens de faire face, pour le moment, d'après ce que nous, on voit, à ces menaces. Les autres pays ont été surpris, bien sûr, parce que pour des raisons qu'on connaît, une politique de défense qui n'a pas pris en charge certaines choses, mais nous, on voit venir. On va venir, donc voyons venir avec les compétences que nous avons. Je crois que on a quand même les capacités pour le moment de faire face à ces menaces. Vraiment, c'est pas un problème pour l'armée, pour le Sénégal. Merci beaucoup, colonel Mamadou Adjé. Merci, Manu. Je rappelle que vous êtes colonel à la retraite et expert en communication de défense.